Bienvenue, on est le vendredi 28 octobre 2022 et on va chez Tela Botanica pour commencer la revue de presse. Pourquoi? Parce que ils ont des nouvelles, évidemment. La sortie de Hommes et Plantes numéro 122, revue trimestrielle du Conservatoire des collections végétales spécialisées. Alors c'est un peu trop spécialisé. Par contre, juste en dessous, nous avons Plantes traditionnelles, livre numérique, incroyable, allons voir ça, et gratuit. On va commencer là-dessus. Pardon. Livre numérique, plantes traditionnelles, un album présentant une sélection de photos de plus de 350 plantes traditionnelles que les autochtones nord-américains utilisaient à des fins alimentaires, médicinales, rituelles ou spirituelles, techniques pour fabriquer des objets et autres usages. D'accord. Voilà, ils les utilisaient pour faire tout. L'album Plantes traditionnelles présente une sélection de photographies. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. De photographies de plus de 350 plantes. Ouais, c'est ce qu'on a lu juste avant. Par ailleurs, ces photos donnent un aperçu de la diversité et de la richesse des collections végétales du Jardin botanique de Montréal. Par Claude Trudel. Magnifique. Chaque plante photographiée est ainsi identifiée, nom vernaculaire en français, nom vernaculaire en anglais, nom scientifique de l'espèce en latin, genre et épithète spécifique, et s'il y a lieu, sous-espèces et variétés, donc un album d'une précision scientifique. Nom scientifique de la famille botanique en latin, les noms scientifiques sont écrits en italique. Ah, oui, c'est traditionnel, c'est une convention, hein, les noms latins, c'est en italique. Les données sur les espèces proviennent des étiquettes des plantes photographiées au Jardin botanique de Montréal, sauf certains noms vernaculaires anglais. Par contre, les noms de famille sont uniformisés d'après la base de données Plant of the World Online. PWO. Ah bon? Plant of the World Online. What is it about? Plant of the World Online. Welcome to Plant of the World Online. Cherchez à travers 1 416 000 noms de plantes, 141 000 descriptions détaillées et 373 000 images. Cherchez par mots-clés. Qu'est-ce qu'on cherche? La châtaigne. Ah, ben en andré... en français, c'est pas facile. Pas facile. Castanea. Betula castanea. Ah bon? Attendez, j'ai un trou de mémoire. C'est pas Castanea sativa, le châtaignier? Castanea sativa. Castanea? Mais qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Castanae. Ah oui, évidemment. Ah, la dyslexie, hein. C'est pas fait pour les botanistes. Voilà. Castanea, oui, c'est ça. Miller. Castanea sativa. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a sur eux? Ah. Oh. Distribution, bravo. Homonyme, blablabla. Synonyme, publication. Eh ben, il y en a, hein. D'accord, bon, c'est très très technique comme fiche. Même pas des photos? Une photo. Oh, c'est... Ah, 2 photos. Oh, belle collection de photos, je retire ce que j'ai dit. Ah, notre châtaignier en fleurs. C'est ça que j'aurais dû, c'est à ce moment-là que j'aurais dû parler du châtaignier. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. L'odeur particulière a été décrite, l'odeur du châtaignier a été décrite dans les flores, avec, comment dire, les références habituelles des botanistes, on va dire. Vous allez voir ça tout à l'heure. Oui, je fais un cliffhanger, exactement. Calmez-vous derrière, calmez-vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc les chatons. Oh, les fleurs femelles. Magnifique photo, avec une araignée qui tisse sa toile. Et les fleurs mâles, évidemment. C'était les fleurs femelles avant ou je me suis... Ah, je ne sais pas. On dirait des fleurs femelles quand même. Oui. Oui. Oui, fleurs femelles en bas, fleurs mâles en haut. Si tout va bien. Oh. Oh. Bon, on prend un peu trop d'avance. Je vais garder ça pour tout à l'heure. Hop là, ça passe dans l'autre machin. Voilà, parfait. Du coup, on en était où? Plantes traditionnelles. Oui, les liens pointent sur les photos affichées en haute résolution sur le monde en images. L'album photo est complété par des références. Photographies, ressources, documentation, un index des familles botaniques, un index des noms latins et une notice sur le droit d'auteur. Oui, quand c'est gratuit,
Bon, c'est vous le produit, évidemment. Mais il y a du droit d'auteur. Quelle est la licence des photos? Ah, on ne saura pas, il n'y a pas de réponse. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer le machin? Paf! Ici. Le monde en images, des collections pour l'éducation, bien sûr. Livre numérique, mots-clés, blablabla. Ah, c'est où qu'on l'a? Ah oui, d'accord. Suffit de cliquer sur l'image et c'est parti, quoi. Ah ben voilà, vous avez le PDF. Parfait. Donc, l'intro, bah, on va répéter ce qu'on a lu, bien sûr. Les plantes, ah bah oui, la liste des plantes. Du houblon, du hou, de l'hydraste. Bon, il y a de tout, quoi. D'accord. Alors, par contre, c'est un vrai catalogue, hein, c'est... Ah, dans quel sens? Acté rouge, bon, je suppose que c'est en haut à gauche. Cheveux de Vénus. Ah. Adiante des Aléoutiennes. Adiante du Canada, mais je ne sais pas. Vous auriez pu mettre des numéros quand même. Hein. D'accord, bah c'est très austère, hein, j'ai envie de dire. Mais au moins, il y a une image pour chaque bazar. Et ensuite, bah, le marronnier. Oh, bah, oh, comme de par hasard. Franchement, j'ai pas fait exprès. Pouf! On clique dessus et on tombe sur le monde en image. D'accord, et si je fais ça... Ah, il n'y a qu'une... C'est tout? Marronnier, mots-clés. Visionner... Non. D'accord. C'est très étrange. Et ça fait quoi, ça? Ah ouais. D'accord. Bon, bah, je suis un peu déception. Il est où? Ah mince. On a perdu le bazar. Oh, la musique épique sur un moment de déception. C'est bien raisonnable. C'est un gros catalogue, d'accord. On n'a pas une info supplémentaire. C'est vraiment les index. Ah, droit d'auteur. Tout droit réservé. Gratuit. Reproduit d'une façon identique à des fins non commerciales. D'accord. C'est déjà ça. Bon, je verrai plus tard si je le télécharge ou pas, parce qu'en plus Amérique du Nord, bon, ça peut, sait-on jamais. Bref. Donc ceci étant fait, mince, c'est où? Oui, on avait tout lu, bien sûr. On va pouvoir passer à la suite. Chronique du jardin botanique de Jean Blou Agrobiotech. Ah, vous vous souvenez de Jean Blou? On est allé les voir déjà. C'était quoi? Le houblon et le cannabis? Comprendre la floraison automnale et hivernale d'Amamélis virginiana. Virginiana? Non, virginiana. Attention. Et autres curiosités de son espèce. Alors, qu'est-ce que c'est Amamélis virginiana? Paf! Espèce de la famille des Amameliadaceae. Oui, jusqu'ici ça se tient. C'est la seule espèce du genre Amamélis. Ah! Mais t'as vu que ça va changer dans pas longtemps, ça. Calmez-vous la musique, encore une fois. Pas mal. À travers l'Amérique du Nord, depuis la Nouvelle-Écosse jusqu'au Wisconsin, et depuis la Floride jusqu'au Texas. Donc un arbre nord-américain. Arbuste, d'ailleurs. Feuilles caduques, très bien. Blablabla, bla bla bla, pas trop d'infos. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte le jardin botanique? L'arbuste Amamélis virginiana fleurit en automne et en hiver. Quelle audace! Dans une nouvelle chronique du jardin botanique du campus de Jean Blou, le professeur Patrick du jardin... C'est son nom de famille? C'est pas une blague? Le professeur Patrick du jardin, il travaille au jardin botanique du campus de Jean Blou? J'adore! Université de Liège, donc professeur Patrick, pardon, pas docteur, professeur Patrick de l'Université de Liège nous explique la phénologie particulière de cette espèce d'origine nord-américaine et autres de ses curiosités. Donc ça, on va aller voir sur la chronique du jardin. Allô? Voilà, la chronique du jardin. Oula! Ah oui! Ah, c'est costaud! Mais on a des images. Très bien. Alors on va lire. Fleurir en automne. Mais est-ce qu'on peut pas le voir sur leur... Ah non, ça c'est la première chronique, pardon. Ils n'ont pas un site. Ils font tout sur Facebook. Ah bon? On n'était pas tombé sur un de leurs sites. Jean Blou. Jardin Bota. Ça devrait suffire. Facebook. Jean Blou Uliège. Tela Botanica. Non. On va aller voir Jean Blou Uliège.
Je refuse. 23 mai 2019. Aïe. Retour. Aïe. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe avec Internet? Bon. Il faut cliquer pour le menu, d'accord. News. Ouais. C'est la même madame sur les deux? Ah oui, Anne-Sophie Nissen. Oui, c'est la même, d'accord. Mais elle a toujours la même pose? Bref, je m'égare en mourille. Du coup, la chronique, paf! Fleurir en automne et en hiver, quelle audace, bon ça on l'a lu. Amamelis virginiana, les fleurs sont pollinisées par des insectes, mais moins nombreux en automne, mais qui seront d'autant plus actifs à visiter les fleurs d'Amamelis, que l'offre de nectar et de pollen se raréfie à l'approche de l'hiver. Alors, bah oui, si vous êtes une des rares plantes à fleurir à un moment où les autres plantes ne fleurissent plus, eh bien les rares pollinisateurs qui traînent encore dans le coin, ils se font passer le mot et ils viennent vous butiner sévère, quoi. Cette floraison tardive serait une stratégie face à la compétition entre plantes à fleurs pour les pollinisateurs. La phénologie, alors petit rappel, on est sur le stream où on apprend des mots, donc phénologie, étude des variations des phénomènes périodiques de la vie animale et végétale en fonction du climat. Bref, c'est le rythme de vie d'un être vivant. Si on regarde les images, ça va peut-être un peu plus parler. Qu'est-ce qu'on a qui parle? Ça, c'est pas mal, ça. Vous voyez? C'est hyper pixelisé, c'est dégueulasse, mais c'est pas mal. Non, qu'est-ce qu'on a? Le cycle annuel de l'arbre, voyons. D'après Delpierre. Parfait, monsieur Delpierre. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet, tout à fait. Voilà. Donc, le cycle, la phénologie de l'arbre, ça va être, si on prend, lui, il commence en octobre, pourquoi pas, au début d'une saison. Donc, octobre, novembre, décembre, repos hivernal. Hein, janvier, février, débourrement. Mars, floraison. Croissance primaire, avril, mai, juin. Et ensuite, arrêt de la croissance, formation des bourgeons, maturation des fruits, sénescence foliaire, c'est-à-dire les feuilles qui tombent. Et donc, on a fait le tour de l'année. Et comme ça, on sait quelle est la phénologie de cet arbre, on sait à quel rythme il va se développer, quelles sont les parties de l'arbre qui se développent à quel moment de l'année, et ça c'est particulier, et ça change en fonction des espèces, ça change rarement au sein de l'espèce, hein. Mais en fonction des espèces, on peut pas dire qu'il y a une phénologie des plantes et des animaux, c'est beaucoup plus pointu que ça, ou précis en tout cas. Du coup, on était où? Donc la phénologie d'Amamélis, on va l'appeler comme ça, hein, est assurément particulière. Ces bourgeons floraux sont initiés dès la fin du printemps. Aïe. Le développement se poursuit pendant la bonne saison, puis mis à l'arrêt, malgré les conditions favorables à sa poursuite. Donc en gros, c'est un arbre qui développe, qui a à peu près la même phénologie que les autres arbres, hein, mais il met son développement des fleurs en pause à un moment où les autres, eux, sont en train d'ouvrir leurs fleurs. C'est incroyable. On parle de dormance, c'est bien ça. Il faudra que le froid automnal lève cette dormance et permette la floraison entre l'automne et le début du printemps suivant, selon les variétés et les régions. La floraison tardive implique un décalage important entre la pollinisation, à l'automne, et la fécondation de la fleur au printemps suivant. Comment ça ? Un peu de mal, mais bon. Le pollen est transporté, la germination du pollen est même amorcée à l'automne, mais la fécondation attendra de longues semaines, au moment du développement des feuilles. D'accord. Donc, les gamètes se rencontrent en automne, elles passent la nuit ensemble, mais c'est une nuit qui dure 3 mois, et ensuite, au printemps, ça s'exprime à nouveau, quoi. Le fruit, donc une capsule biséminée, tout à fait, sera mûr à la fin de l'été seulement. Ah oui, c'est un très très long cycle. Dans la classification botanique, le genre Amamelis a donné son nom à l'ancienne sous-classe des Amamelidae, mais celle-ci a été supprimée des classifications phylogénétiques qu'on appelle les classifications APG, en raison de son caractère polyphylétique. Comment ça ? Polyphylétique se dit d'un groupe d'animaux ou de plantes qui semblent n'être pas tous issus des mêmes ancêtres. Oh. Par exemple, illustrons ça en image. Pif paf pouf, polyphylétique, polyphylie.
Mammalia. Ah bah oui, mais on le voit très mal. Consulter. Donc un groupe polyphylétique est un assemblage d'organismes excluant leur ancêtre commun le plus récent. Par exemple, sur cet arbre qu'on voit absolument pas, bravo. Les mammifères et les oiseaux sont reliés par un ancêtre commun, mais qui est... Hein? Ah oui, mais qui exclut tous les ouf toutes les autres espèces qui sont issues de cet ancêtre commun. On n'est pas là pour faire de la génétique ce matin. En tout cas, qu'est-ce que ça nous dit dans la chronique? Elle est où? Oui, que en termes de classification, aujourd'hui, Amamelia, c'est le seul représentant dans sa famille, et ça a été un petit peu tout remanié cette classification, parce que en gros, jusqu'ici, on classait dans une famille tout un tas d'espèces dont on ne savait pas trop quoi faire, qui présentaient des caractéristiques communes, mais qui se sont révélées après analyse de leur génome, donc par la voie de la génétique, comme étant polyphylétiques, donc c'est-à-dire issus d'ancêtres différents. Donc on ne peut pas regrouper dans un même groupe, un clade comme on l'appelle, des espèces actuelles qui descendent d'un ancêtre qui n'est pas commun. Voilà, c'est une règle de classification, mais bon, je suis sûr que vous n'aviez jamais voulu en savoir autant. Donc la famille des Amamelidaceae est aujourd'hui classée dans l'ordre des Saxifragales. Allez, encore des mots qui font plaisir. Saxifragales, tout à fait. Boum, que nous dit Wikipédia? Plante dicotylédone, très bien, blablabla. Saxifragale vient du latin saxum, le rocher, et frangere, brisé, car ce sont des plantes qui sont connues pour leur capacité à s'installer dans des fissures de rochers. Voilà, petit exemple de plante, c'est quoi? Saxifraga, je sais pas quoi. Saxifraga oppositifolia, incroyable. Bon, vous avez bien aimé au riz? On se remet au riz? Allez, c'est parti. On va voir, peut-être que tout le stream va sauter en rediffusion parce que... Mais non, normalement ça passe. Allô? Allô, la musique? La musique... Bah, c'est la grève. Qu'est-ce à dire que ceci, voyons? Bah. En parlant de se faire couper. D'accord. C'est la grève, j'ai rechargé la page, mais il ne veut pas. Comment ça? Mais me dis pas que c'est encore les paramètres de son qui ont sauté. Bien sûr que si, c'est plus sur la même ligne. Merci OBS d'être complètement psychotique et de faire changer. Là, vous allez voir. Attendez, ça va péter, ça va être beaucoup trop fort, mais paf. Voilà. Là, c'est bien. OBS et psychotique, j'adore. Du coup, on en était où? Là. Oui, c'est cela. Tout à fait. Du coup, dans la famille des dans l'ordre des Saxifragales, on va retrouver des plantes que vous connaissez peut-être un petit peu plus, les Crassulaceae, alias les plantes grasses, les plantes succulentes. Différence de terme. Les plantes grasses, succulentes, celles qui ont des grosses feuilles adaptées à la sécheresse, etc., etc., et qu'on adore faire pousser, qu'on nous vend en jardinerie à toutes les sauces. Retour sur Facebook. Bizarre. Du coup, oui, donc la famille des... Enfin, Amamelis, je ne sais plus. Amamelis, oui c'est ça. Est classée dans la famille des Saxifragales, donc dans la famille des plantes qui aiment bien la sécheresse, les cailloux. En Amérique du Nord, Amemalia virginiana prend le nom verniculaire de Witch Hazel, le noisetier des sorcières. Allusion à sa feuille, évoquant celle des noisetiers et aux obscurs pouvoirs qu'on lui prêtait. Les sourciers en faisaient, dit-on, leur meilleure baguette. Ah, ça y est, ils sont de retour. Tu es un sourcier, Harry. D'accord. Connu pour ses propriétés médicinales reposant sur les tanins et les composés flavonoïdes tirés des feuilles et des écorces, c'est la plante de toutes les hémorragies. On s'y intéresse aussi comme agent bactériostatique. Ah. Bactériostatique, oui. Se dit d'une substance chimique qui arrête la prolifération des bactéries. Bravo.
Et plus récemment, antiviral. Antiviral. En raison des teneurs en tanins bioactifs exceptionnellement élevées de son écorce. L'observation de la feuille au moyen d'une bonne loupe révèle d'étonnants poils, en étoiles sur les nervures, en manière de colonies de minuscules oursins. Mais voyez plutôt. Plutôt le chien de Mickey? Non, calmez-vous. Très bien. Donc merci professeur Patrick Dujardin, mais c'est vraiment son nom de famille, c'est incroyable. Je vous félicite pour cette passion de l'aptonymie. L'aptonymie, pour rappel, hein, c'est quand vous avez un nom de famille qui correspond à votre travail. Jean-Michel l'horloger qui est horloger, ça marche. Jean-Michel l'horloger qui est bûcheron, ça marche moins. Donc professeur Patrick Dujardin du campus de Jean Blou, et donc du jardin de Jean Blou. Alors des petites photos bien sûr. Amamélis virginiana. Donc ça c'est la fleur, je suppose. Oui, ça vient d'un bouton, donc c'est une fleur. Très bien. L'une des 4 espèces du genre Amamélis d'origine nord-américaine, la famille des Amamélidacées est rangée, bon ça on l'a lu, donc c'est un petit arbuste en effet, la feuille qui ressemble un petit peu à celle du noisetier. Les fleurs hermaphrodites, donc fleurs mâles et femelles portées sur le même individu, ont 4 sépales et 4 très longs pétales. Ah oui d'accord, c'est les pétales. Elles sont groupées en cymes triflores, donc 3 fleurs par bouton. 4 anthères donc s'ouvrent vers le centre de la fleur, alternant avec 4 staminodes luisantes de nectar à leur sommet. C'est quoi une staminode? Alors les anthères déjà. Petit rappel technique. Partie terminale de l'étamine qui renferme le pollen. Donc les anthères, c'est la petite bouboule que l'on voit, image, tout à fait. La petite bouboule que l'on voit et qui est gorgée de pollen, n'est-ce pas? Et ensuite, c'était quoi? J'ai oublié l'autre terme. Staminode. Rudiment d'étamine devenue stérile par avortement de l'anthère. D'accord, donc c'est une anthère qui a mal tourné, quoi. Donc, 4 anthères, 1, 2, 3, 4, s'ouvrent vers le centre de la fleur, très bien. Ah oui, elles sont penchées vers le centre. Avec 4 staminodes luisantes de nectar à leur sommet. Oh. Donc il devait y avoir 2 anthères par... ça y est, j'ai oublié. Ah! Mais comment ça s'appelle? Secours. Il me manque... Un mot vous manque et tout est dépeuplé. Hein. La tige qui porte les anthères, c'est un... filet. Voilà. Ça aussi, un filet. Pour moi, un filet, c'est pas du tout... pas du tout une tige. Bon, bref. Donc, il devait y avoir 2 anthères au bout de chaque filet, mais il y en a une qui a avorté, et qui s'est transformée en staminode, et qui du coup porte du nectar. Très bien. Les 2 carpelles sont soudées à leur base. Donc les carpelles, c'est les 2 petits points rouges qu'on voit au milieu, c'est donc la partie femelle de la fleur. L'ovaire semi-infère. Ah, ouais, vous savez, l'ovaire, elle peut être infère ou super. T'as une super ovaire ou t'as une ovaire infère, c'est toi qui vois. Quand elle est super, ça veut dire que l'ovaire est inséré au-dessus de l'endroit où il y a les pétales qui s'insèrent. Quand elle est infère, c'est en dessous. Et par exemple, la pomme, vous savez, au cul de la pomme, il reste des petites... je sais même pas comment on appelle ça, mais des petites pièces florales qui sont toutes desséchées, n'est-ce pas? Bah ça, c'est le style... Enfin, ça, c'est une ovaire infère qui a grossi. La pomme, c'est une ovaire infère. Et du coup, bah, les pétales, ils sont en dessous. Si c'est super, c'est l'inverse. Bon, bref. Donc elle est semi-infère, l'ovaire, elle est à moitié enterrée. Ah oui, quand on veut pas être super ou infère, on choisit, on est semi-infère. On n'est pas semi-super, hein, vous remarquerez. Et elle est prolongée par 2 styles et 2 stigmates rougeâtres, donc on voit au centre de la fleur. Les feuilles, parfois confondues avec celles du noisetier, s'en distinguent par le limbe asymétrique à la base. Alors l'asymétrie, elle est à ce niveau-là. En dessous, c'est le noisetier, au-dessus, c'est la mammélia. D'après la description, hein, sinon je dis des bêtises. Donc, celle du noisetier n'a pas de limbe asymétrique à la base, et elle a un bord... Quoi? Ah oui, on la refait. La mammélia a un limbe asymétrique à la base, et un bord simplement denté crénelé. Alors... Ah mais c'est les deux? Mais non. Attendez, feuille de noisetier. Alors que le noisetier, normalement, il est doublement crénelé. Voyez-vous? Image. Feuille doublement dentée. Ah, mais est-ce qu'on n'a pas une meilleure image? Elle m'a l'air toute pourrite, celle-là. Voyons. Ah bah oui, elle est toute pourrite, c'est bien ce que je disais.
Où est-ce qu'on a une image de très grande qualité? Outils, taille, grande image. Ah bon, mais c'est la même. Elle est plus grande, mais elle est pixelisée. C'est bien intéressant. Non. Ça. Voilà. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Parfait. Voilà, double crénelure. Pourquoi? Parce que pour une dent, vous voyez qu'il y a un petit... Hop là! Sur une dent, il y en a deux, en fait. Voilà, double crénelure. Magnifique. Donc là, apparemment, simplement crénelé. Donc les deux, ça serait une feuille de Amamélia. Ah ouais. Pourtant, là, la symétrie n'est pas super visible. Dommage. J'aurais bien aimé avoir les deux côte à côte. Des poils tecteurs, c'est-à-dire non sécréteurs. Ah, tecteurs. Oh là là. Tex, non, tecteur. Ah, en ornithologie. Qualifie une plume qui couvre les ailes et la queue des oiseaux. Non, peut-être pas. Alors si je tape poil sur Google, poil tecteur. Ah ben non, on a même un article. Chez les plantes, un poil tecteur est un poil, c'est-à-dire une expansion de cellules épidermiques, tout à fait, jouant un rôle de protection de la plante, notamment contre la dessiccation. D'accord. Et pourquoi on n'a pas les photos là? Scandaleux. Ah ben voilà, des poils tecteurs. Il y en a partout. Poil de lierre. Ah bon? Poil de lierre. Très bien. Et ça? On ne sait pas. Poil, définition et explication. Bravo. Pseudo-poil. C'est autre chose. Très bien. Donc rempli de poils en étoiles. C'est incroyable. Et voilà, on a fait le tour. Bon, bah, si vous habitez pas loin de Jean-Blou, pardon. Je confonds les villages. Jean-Blou, campus agrobiotech, c'est où d'ailleurs? Tam tam tam. Paf! En Belgique, bien sûr. Et c'est dans un triangle Charleroi... Ah bon? Charleroi, Namur, Bruxelles. On va dire ça comme ça. Bon, c'est à côté de Namur. Vu qu'il y avait le festival de la nature à Namur. Oh, ça aurait été bien ça. On se fait le festival, pouf, on va au jardin. Magnifique. Belle tournée. Bon, mais merci beaucoup, professeur Patrick Dujardin, pour cet article de présentation d'une espèce d'Amérique du Nord que vous avez en Belgique. C'est incroyable. Quoi, j'ai un message? M'en fous. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ça c'est fait, ça c'est fait. Tac. À Paris, quelle heure est-il? Non, je veux dire là tout de suite. 9h30, parfait. À Paris, quels arbres pour adapter la ville au changement climatique? M'en fous, je suis dans le Limousin. Patrimoine botanique français menacé. À Lille, m'en fous, je suis dans le Limousin. C'est horrible. Nouveau site Saja, la société des amateurs de jardins alpins. Ah, on verra ça une autre fois. Les couleurs du monde végétal en 1385 nuances. Pas un peu exagéré, parce que déjà 50, je trouvais que ça faisait beaucoup. D'accord. Est-ce qu'on se fait ça? Bon, la prochaine fois, ça. Allez, désolé, la prochaine fois. J'ai envie d'aller à Vue sur la toile. Voilà, c'est cela. Découvrez les articles, les vidéos et podcasts qui auront attiré notre attention. Donc, merci Tela Botanica de faire ce travail de glanage de nouvelles botaniques. À la une, non, les kiwis ne sont pas d'origine maori. Par les chroniques du végétal. Dès les années 70, les supermarchés de France ont commercialisé des fruits exotiques à la pulpe verte et aux petites graines noires sous le nom maori de kiwi. Ils étaient alors importés de Nouvelle-Zélande. Depuis, des espèces apparentées sont apparues dans leurs étalages, qui produisent d'autres fruits comestibles d'un type voisin. Ah bon? La chronique du végétal. Magnifique. Donc on est sur leschroniquesduvégétal.wordpress.com, un blog de notes et de réflexions de Alain Bonjean. Je ne sais toujours pas qui est ce garçon. 24 octobre, il a pris sa plume électronique pour nous pondre cet article que on va lire. Biotope de kiwis sauvages dans les montagnes du sud de la Chine, habité par le peuple Miao. Miao. Oui, je sais, c'est pas respectueux, mais pour nous, ça fait ça, hein, le peuple Miao. Petit chat. Il est où, petit chat? Il est pas là? Non, parce que mon chat est chinois. Vous le savez pas, ça? À chaque fois qu'il miaule, il fait ni hao. Dès les années 70, donc ça, c'est ce qu'on a lu. Donc les variétés les plus connues de kiwi sont le kiwi de Chine, Actinidia chinensis, qui est une liane portant de beaux fruits oblongs marron à police. Le kiwi délicieux, Actinidia deliciosa, autre liane dont le nom commun est réduit à celui de son fruit. Ces autres noms français sont l'actinide de Chine,
Pas terrible. La groseille de Chine. Quel rapport avec la groseille? Et de manière plus amusante, pardon, la souris végétale, parce que son fruit a une peau duveteuse. Elle a longtemps été confondue avec son cousin le kiwi de Chine. Ah oui, le kiwi délicieux a longtemps été confondu avec son cousin le kiwi de Chine, mais elle est reconnue depuis 1984 comme une espèce distincte. On a le kiwi, Actinidia arguta, arbuste aussi appelé le kiwi de Sibérie ou le kiwi d'été, qui fait des petits fruits. Le kiwi arctique, Actinidia colomicta, arbuste aux très petits fruits. Le kiwi polygame, ah bah dites donc, Actinidia polygama. Autre arbuste, voilà, pas plus de précision. Plus rarement, on y trouve des kiwis sauvages de très petite taille, mais souvent goûteux, qui se récoltent dans leur pays d'origine, comme des mûres ou des framboises dans nos campagnes. Ah. Toutes ces espèces appartiennent à la famille des Actinidiacées, au genre Actinidia, qui, loin de provenir de Nouvelle-Zélande, comprend environ 55 espèces natives de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Ces espèces, presque toutes dioïques, dont 52 en Chine, 44 étant endémiques de la Chine. Ces espèces pérennes sont des arbustes et surtout des lianes, presque toutes dioïques. Alors ça veut dire quoi, dioïque? Allez, rappel de la définition officielle. Dont les individus ne portent qu'un type de gamètes. Ça veut dire... Moi ça me fait rire. Monoïque, c'est une plante qui va faire des fleurs, et dans les fleurs, il y a à la fois les étamines et le pistil. Pistil, étamine, ça y est, je suis à la ramasse en termes ce matin, ça fait longtemps que j'ai pas assez parlé. Oui, mais c'est bien ça. Étamine et pistil. Ouais. Pourquoi j'ai eu un doute? Je ne sais pas. Donc, monoïque, fleurs avec étamine et pistil. Donc, des fleurs qui peuvent s'auto-reproduire entre elles ou pas. Mais en tout cas, sur le même arbre, vous avez de quoi faire la reproduction. Ce qui est pratique quand vous avez un seul exemplaire de l'arbre pour coloniser un milieu. Mais dioïque, ça veut dire que vous avez des fleurs femelles. Enfin, des fleurs femelles sur un arbre, donc sur un individu, et les fleurs mâles sur un autre, donc comme les êtres humains. Et dans ce cas-là, il faut au moins 2 arbres pour se reproduire. Du coup, les gens qui achètent des kiwitiers, des actinidia, en plantant un dans le jardin en espérant que ça marche, non, ça marche pas parfois. On était où? Là. Du coup, presque toutes les espèces de kiwis sont dioïques. Alors, j'ai cru savoir qu'il y en a une qui est monoïque. Bah tiens, on va aller chercher. Kiwi monoïque, c'est laquelle? Bon, il faut que je cherche plus, donc ça sera pas pour ce matin. Le fait est que quasiment toutes les espèces sont dioïques, donc il faut au minimum 2 pieds, et des 2 pieds, complémentaires. Si vous prenez 2 femelles, on n'est pas arrivé, quoi. 2 mâles non plus, d'ailleurs. Ces espèces pérennes sont des arbustes et surtout des lianes, oui, à pollinisation essentiellement entomophile, donc pollinisées par les insectes. Le nom quoi? Le nom du genre du grec. Le nom du genre du grec. Ouais, c'est bizarre. Donc le nom de genre vient du grec actis, actinos, qui signifie rayon, en référence au style des fleurs femelles. Alors le style, pas le style vestimentaire, le style quoi. Le style. C'est ce qui porte, c'est le tube, on va dire, qui relie l'ovaire qui est au fin fond de la fleur jusqu'au stigmate, donc qui est la petite ouverture qui permet au pollen de rentrer jusqu'au fin fond de l'ovaire. Du coup, actinios, ça serait en référence au rayon. Non, ça signifie rayon, qui serait en référence au style des fleurs femelles, se déployant comme les rayons d'une roue. Et c'est un nom qui a été donné en 1847 par le botaniste français Jules-Émile Planchon. Vous voyez, je vous l'ai dit, les botanistes, même quand ils sont plus proches de nous, ils ont toujours des noms. Jules-Émile Planchon, né dans l'Hérault, est mort à Montpellier. Ah oui, je comprends. Ça peut faire un choc d'aller à Montpellier. Botaniste français, bravo. C'est tout. J'ai l'impression que plus le nom est bizarre et long, et plus la carrière du type est bizarre et longue. Vous voyez? Si je reviens sur Augustin Pyramus de Candolle, vous voyez? Ah non, lui, il est que botaniste aussi, botaniste suisse.
C'est quoi la page botaniste. Scientifique, professionnel ou amateur qui étudie la botanique ou sciences des végétaux sur le terrain, in situ, ou en laboratoire, ex situ. Magnifique. Allez. C'était pas ça. C'était ça. Donc, Jules-Émile Planchon, qui est à l'origine du nom Actinidia donné au kiwitier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une petite carte de la répartition, je suppose, de l'actinidia, des espèces actinidia en Asie du Sud-Est. Et, d'accord, des graines, non, des fruits. Des fruits, ça? Ouais, oh. Ah oui. Donc, quand ils disent qu'ils font des petits fruits, il y a des fois, c'est vraiment des petits fruits. Incroyable. Alors, distribution naturelle du genre Actinidia, en effet, et diversité des fruits de kiwi. C'est ici. Ah, bah bon, on n'en saura pas plus. Bref. Kiwi de Chine, à gauche, plantation de l'Adour. Ah oui, alors ça, c'est l'Adour, on n'est pas en Chine, hein, on est dans le sud-ouest. Calmez-vous. Très bien, plantation de kiwi du sud-ouest de la France. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fleurs femelles et fleurs mâles. Très bien. Dommage, hein, mauvaise. Résolution assez basse, quoi. Et fruit d'un cultivar à chair jaune. Alors, c'est quoi un cultivar? Voyons. Définition officielle. Variété d'une espèce végétale obtenue artificiellement pour être cultivée. Bref, un cultivar, c'est le résultat du croisement de deux variétés, on va dire, d'une même espèce. Hein. Pour obtenir des descendants qui ont des caractéristiques particulières, et dans ce cas-là, donc de la chair jaune dans le kiwi, au lieu d'avoir de la chair verte. Le kiwi de Chine, oula, en chinois, Zhongqua Mi Wu Tao, c'est très long, est une liane dioïque arbustive, bien sûr, vigoureuse et sarmenteuse, dont les rameaux peuvent croître de plusieurs mètres dans la saison. Elle ne supporte pas le calcaire, qui lui fait développer de la chlorose. La chlorose, c'est quand vous avez les feuilles qui vont comment on dit? Se scléroser. Voilà, tout à fait. Donc les feuilles ont tendance à se refermer sur elles-mêmes, à jaunir, à mourir, tout simplement, quoi. Alors ça, c'est une maladie qui est développée par le trop-plein de calcaire qu'il y a dans le sol et donc le manque d'autres ions, parce que quand il y a un sol calcaire, vous avez certains ions qui ne peuvent pas se fixer, et donc en gros la chlorose, c'est les feuilles qui vont mal et qui sont un signe d'un manque de quelque chose dans le sol pour la plante. C'est comme si l'être humain manquait de vitamines ou d'oligo-éléments, si je fais un raccourci rapide. Et elle ne pousse dans les forêts tempérées de montagne et les forêts situées entre 200 et 2600 mètres d'altitude, dans plusieurs provinces de Chine. Alors là, désolé, hein, j'en connais aucune. Si, le Guangdong, le Guangxi, le Sichuan, le Zhejiang, je crois. Bah, de là à les mettre sur une carte, c'est autre chose. Il est aussi présent à Taïwan. Les jeunes ramifications sont blanches pubescentes à brunâtres, pubescentes poilues bien sûr, puis deviennent rougeâtres à maturité, avec des lenticelles oblongues plus pâles. Oh, bref, sur le... Est-ce qu'il y a une photo? Non. Ah mais attendez, on va se faire toutes les espèces là? Parce que je vois qu'il est 9h40. Ah oui, on va peut-être pas se faire la description de toutes les espèces. Mais bon, en gros, le kiwi de Chine, paf! C'est le vrai, c'est le seul, l'unique. Il a la chair verte fluo. D'accord. Le kiwi délicieux. Ah. Paf. Mais c'est quoi ces couleurs bizarres? Le fruit de 5 à 6 cm de long. Ah oui, c'est un kiwi délicieux, mais c'est un tout petit kiwi. Le kiwi. Ah ben on le voit pas. Mince, j'aurais bien aimé qu'ils soient tous en coupe. Oh, quel dommage. Bon, l'article est extrêmement long. Vous voyez une coupe comme ça? On dirait une banane plantain, mais c'est un quoi? C'est un kiwi polygame. Ah ben, ah non, c'est le kiwi arctique. Ah bon? Attendez. Feuillage et fruits. Kiwi arctique, non, ça c'est au-dessus. Ça c'est kiwi polygame, en forme de banane. Lolilol, la botanique. Bref, vous voyez que l'article est très très long, je vous laisserai y aller si vous êtes passionné du kiwi. Oh. Une tarte au kiwi? J'ai jamais vu ça. Très bien. Bon, mais ça n'arrête pas, cet article il est sans fin. Non, ça va. Mais il est quand même très long.
Donc les chroniques du végétal, chronique du 24 octobre, non les kiwis ne sont pas d'origine maori. Si vous avez la passion du kiwi, n'hésitez pas à y aller. Du coup il est 9h42, ça veut dire que dans 8 minutes, on va se faire une petite pause à nouveau que je vais aller chercher, enfin récupérer les échantillons. Et on va passer à différence entre châtaignier et marronnier. Est-ce qu'on se fait un dernier petit article juste avant la fin? Alors comment savoir quel article est petit? Oh si, on va faire ça pour se marrer. L'explication de BFM TV sur pourquoi certains arbres sont... Ah ben non, non, j'ai dit qu'on n'y allait pas parce que la madame, on ne peut pas l'enlever de l'écran. Vous voyez? Je scrolle, mais c'est non. Donc non, c'est non. Les super pouvoirs des plantes tropicales, blablabla. Le millepertuis. Ah, dommage, on aurait pu regarder en même temps. Est-ce qu'il refleurit le millepertuis? Est-ce que c'est long comme chronique? Très bien. Et bien sûr que c'est long, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut se faire en 8 minutes? Oh, mais je sais ce qu'on peut se faire et que j'ai oublié. Mais suis-je bête et personne m'en parle? Bougez pas. Comment ça s'appelait? Je vais taper n'importe quoi, mais... Au secours. Mais pourquoi il le trouve pas? Non, mais au secours! Il n'y a aucun résultat pertinent associé à votre recherche? Comment ça? GHRA, pas GRHA, voyons. Voilà! La web série. Paf! Vous vous souvenez? C'était avant-hier. Paf! Mais non, mais au secours. Mais mais pas ici, sur... YouTube no cookies? Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Ah bon? Très bien. Calmez-vous. On va couper au riz. Et si vous étiez là mercredi dernier, on avait découvert un truc. La LPO, avec le groupement herpétologique Rhône-Alpes, GHRA, ont lancé une série, une web-série qui s'appelle Les Herpétos Fantastiques. En hommage aux animaux fantastiques, je suppose. Voilà. Et, est-ce qu'ils expliquent un peu ce qu'ils ont voulu faire? La LPO Auvergne-Rhône-Alpes et son groupe herpétologique Rhône-Alpes, le GHRA, parodie des standards du cinéma à des fins de sensibilisation à la préservation de la biodiversité et en particulier la protection des reptiles et des amphibiens. Soutenu par la communauté locale, blablabla. L'objectif est de sensibiliser le public avec humour de façon originale et décalée, en donnant des solutions concrètes à la portée de tous en faveur de la protection des reptiles et des amphibiens. Oui, parce que dans le stream où on apprend des mots, herpétologie, ça veut dire reptiles, amphibiens, bref, toutes les bestioles qui ont une peau visqueuse. Dont plus d'une espèce sur 5, les reptiles et amphibiens, hein, plus d'une espèce sur 5 est menacée de disparition en France, selon la dernière liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est où? Union internationale pour la conservation de la nature. Oh! J'ai eu tout bon du premier coup, incroyable. Pif paf pouf. Donc, histoire de vous sensibiliser en vous faisant rigoler, la dernière fois on avait regardé le premier épisode qui s'appelle Gramelotte, le GHRA, le gras, c'est la vie. Et on va se mater le deuxième épisode qui s'appelle Le Seigneur des Anours, la communauté de la mare. On en a gros, hein, et il y en a marre. Ah oui, c'est parce que j'ai pas monté le son. Attendez, on rembobine. C'est parti. Sous-titres? Oui, sous-titres. Étrangers, venus de terres pas si lointaines, amis de toujours, vous vous réunissez aujourd'hui pour créer une mare. Nous cherchons un terrain pour la construire. Il va falloir creuser. Vous allez vous unir pour le bien de la nature et pour le vôtre. Il en va de l'avenir du vivant. Il va falloir le faire.
Montrez-leur la liste. Alors c'est bon. Les fous, ils l'ont fait. Lors d'un rêve, j'ai vu un marais riche en biodiversité. Mais à côté, il y avait un panneau. Ici, prochainement, votre nouvelle zone d'activité. Le fléau qui guette la nature ne va pas s'arrêter. On n'a pas les droits pour la L'heure est musique. grave. Jamais! Jamais nous ne baisserons les bras pour aider la biodiversité. Nous n'avons pas le choix. Être là, à contempler le dépérissement des zones humides et des espèces qui le peuplent, ou agir pour leur protection. Une mare serait un don pour le vivant. Mais c'est un important chantier. Il nous faudra réunir tout le monde. Si nous commençons à creuser maintenant, il nous faudra des jours. Et nous n'avons pas défini l'emplacement, l'exposition, les paliers et la profondeur, ni vérifié la nature du sol. Et qu'est-ce que la nature du sol change au programme? Tout dépend du sol. S'il est argileux, l'étanchéité se fera facilement. Autrement, il faudra probablement une bâche. Une bâche? Une Avec bâche. de la feutrine? Une L'eau ne bâche. restera pas. Rien de compliqué en soi. Eh bien, qu'attendons-nous pour le faire? Magnifique. Faites l'étude de l'implantation de la mare et nous nous procurerons le matériel. Une La bâche. mare sera construite entre l'automne et l'hiver pour ne pas perturber la reproduction des espèces. Une mare. Il faudra organiser un chantier avec des villageois. L'un de vous doit organiser tout ça. Que hommes, femmes et enfants, en capacité de prendre une pioche, nous rejoignent. On doit soit décider de laisser l'espace se coloniser naturellement, soit choisir les bonnes plantes pour le jour du chantier. Les bonnes Des plantes locales, comme l'iris des marais, le potamo ou les phragmites. Ne pas mettre de plantes exotiques. N'oubliez pas que la mare peut se remplir naturellement. Nous n'y mettrons pas non plus d'animaux. Ils trouveront le chemin par eux-mêmes. Mais une seule mare ne changera pas le cours du monde. Si chaque personne qui le peut crée une mare, ça changera tout. Tout le monde peut créer une mare. Mais comment parviendrons-nous à réunir tout ce monde sans attirer les trolls? C'est impossible si on ne se serre pas les coudes. Moi, je ne m'associe pas à ce bras cassé de dégoulasse. Ah, dégoulasse. Dégoulasse le dégueulasse. Bagarre! Bagarre! Bagarre? Déjà? Je vais le faire. Je vais le faire. C'est moi ou ils font un Je vais chifoumi? créer une mare dans mon jardin. Après tout, ça m'a pas l'air si compliqué. Même si je n'y connais rien. Il manque une rime. Je vais vous aider à porter ce fardeau. Et si par mon engagement et ma connaissance je peux vous aider, alors je le ferai. Ah, scénario, scénario. Ma pelle est vôtre. Ma paix. Oh, le fossoyeur de film était là. Chez vôtre. Et ma pioche. Et ma pioche. Une mare. Vous tenez l'avenir des espèces des zones humides entre vos mains, petit homme. Et si telle est la volonté du Conseil, nous nous joindrons à vous dans ce geste, laissant espérer un meilleur avenir où chaque être prendra conscience qu'il fait partie d'un tout. Et puisque la biodiversité a besoin de nous, j'en ferai une moi aussi. Monsieur Frodon ne fera aucun chantier mare sans moi. Moi aussi, je veux faire partie de cette quête. Mission, chose. On a besoin de tous les motiver Qu'est-ce qu'ils ont et fait? l'on en créera tant qu'il sera possible d'en créer. On compte sur vous. Attendez. Attendez. Boromir et Laurent. Ah, ils ont pas fait de jeu de mots. Mince. Legolas le dégueulasse. Gandalf, Gimli, Frodon, Sam. Captain Gramerica. Oh mon dieu. Ils vont créer un gras multivers. Ah, ils vont avoir fait une scène post-crédit.
château de Pizay. Y a pas de scène post-crédit. Ils ont tout loupé. Ça part sur un 0 sur 20, comme disent les autres. Y a pas de scène post-crédit. Oh. Le conseil d'Elrond se réunit. Oui. Ah oui, d'accord. Très bien. Aménager une mare. Parce que, ils sont là quand même pour nous faire passer un message. Oula. Oh non, il faut lire des trucs. Couleuvre à collier, pourquoi pas. Je connais ces dessins là. Camille Combes. Camille Combes. Non? Ah, la mare. Du dessin à la mare, magnifique. Il y a une petite différence quand même. Bref. Quelle heure est-il? 9h53, parfait, on va se faire 7 minutes de pause. Des épisodes, pardon. Il y en a encore 3, 4. Les Gravengers, Erpin Black, Jurassic Gras, et le Grapp, SOS Serpent, bien sûr. Et bien, on va s'en faire un par jour pendant la semaine prochaine et un jour de plus. Sauf s'ils ont sorti quelque chose de plus d'ici là.